La méthode bisou. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. J'ai une passion, c'est de parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour moins dépenser, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter. Après Marie Kondo, la méthode bisou. Cette astuce qui nous aide à faire le ménage dans nos placards. Avant d'acheter et de risquer le pas de trop vers la surconsommation, une étape simple, la réflexion. Aidée de 5 questions, elle devient très efficace. L'heure est au ménage de printemps, cette activité frénétique déclenchée par l'arrivée des beaux jours et qui met le cerveau en ébullition. On nettoie un peu tout et n'importe quoi. Tu connais, debout sur un tabouret à laver les vitres, à dégraisser la haute de ventilation, à essuyer les ampoules ou encore à lustrer les prises électriques. Et dans ce grand nettoyage bien entamé, arrive presque invariablement ce moment où l'on vide ses placards parce qu'on a trop de vêtements. Ça déborde, on fatigue et on purge. On utilise alors la méthode Marie Kondo pour garder un peu de style dans la tâche. Car on aura bien noté les conseils avisés des coachs certifiés en la matière. Chaque année, plus nombreux sur les réseaux. Ou alors, on décide d'attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire dès l'achat. Pour cela, une méthode existe. On la nomme la méthode bisou. Au-delà du mot doux et sucré, et efficace dans sa vision de contenir les envies impulsives, épargner les porte-monnaies et tant qu'à faire, la planète. Les 4 millions de tonnes de vêtements neufs jetés chaque année en Europe ne viendront pas les contredire. L'idée est d'inciter à se demander si un vêtement a bien sa place dans nos placards. Cela fonctionne aussi très bien avec les objets. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi un état d'esprit. Cela aide à mettre fin à cette surpopulation d'objets qui pollue l'espace et le cerveau. Pour autant, si la surconsommation est un fléau, il ne faut pas non plus y voir une affaire de frustration. L'objectif n'étant pas de se priver de nouveautés, mais d'acheter plus responsable et d'alléger les placards. On se sent mieux quand on désengorge, parce que tout est plus facile. Il y a moins de rangement, moins de fouillis. Résultat, on se pose moins de questions au quotidien. Le B comme besoin. Passons à la pratique. La première question à se poser avant d'acheter est donc la suivante. À quel besoin répond cette envie? Dans quel état émotionnel suis-je face à la fièvre acheteuse? En réalité, le plus souvent, les réponses ne sont pas dans l'achat. Comprendre. Si la réponse n'est pas claire, alors l'achat ne l'est pas non plus. Les émotions ne doivent pas prendre le pas sur le savoir et la réflexion. Il y a des centaines de sollicitations publicitaires par jour. C'est un exercice que d'aller contre le conditionnement du consommateur. Et si l'on sent que l'achat vient jouer la carte du doudou réconfortant, alors il y a fort à parier que ce pouvoir antidéprime n'est que passager. La question à se poser, à quel besoin cet achat répond-il chez moi? Attention, drapeau rouge, warning, gyrophare, sirène lumineuse, dans beaucoup d'articles de journaux et de blogs sur la méthode bisou, le B de besoin est mal employé. Il ne s'agit pas de « est-ce que j'en ai besoin ?» Sinon, ça ne serait même pas utile à la fin. Il s'agit de « quel est mon besoin caché derrière l'achat de cet objet ?» Avec ce B, on attaque direct un gros morceau du problème, l'aspect psychologique. On sait très bien que cet aspect déterminant est inquiète. Les marketeurs le savent aussi. Là, on parle de besoins tels que « j'ai besoin de réconfort »,« avec ce produit, je me sentirai plus belle »,« besoin d'augmenter ton estime de toi », j'ai besoin de montrer ça de moi à telle ou telle personne, besoin de changement, etc. Évidemment, tu t'en doutes, tout l'enjeu est d'avoir repéré ce besoin qui va être de le prendre en compte, bien sûr. On n'est pas venu ici pour souffrir, mais sans passer par la case achat. La probabilité qu'un achat, qu'un objet comble un besoin psychologique est proche du néant. Ensuite, dans la méthode bisou, il y a le I, comme immédiateté ou immédiat.
C'est dans cette réflexion que découle la deuxième question. Est-ce que j'ai besoin de ce vêtement maintenant? Tout pousse à acheter tout de suite, à commencer par la bonne affaire qu'il ne faut pas rater car elle est temporaire. Nous, ce que l'on dit, c'est de se poser un instant, de fixer un délai. Bien souvent, on se rend compte que les envies changent. C'est un filtre très efficace. Comme on l'explique de manière détaillée, l'immédiateté est la meilleure copine de l'achat compulsif. Là encore, des personnes en costume très bien payées l'ont tout à fait compris et ils en usent et abusent pour te faire acheter vite. Ah, cette promo, valable aujourd'hui seulement. Sauf que maintenant que vous le savez, vous êtes autorisé à leur dire, par la main, dans votre tête bien sûr. Un délai d'une semaine à 15 jours devrait vous permettre, dans la majorité des cas, de ne pas passer à l'acte d'achat. Le S de bisous comme semblable. La troisième question repose sur la notion de quantité. Est-ce que j'ai déjà ce vêtement en plusieurs exemplaires chez moi? Se fixer un chiffre qui varie selon la nature de l'habit. On peut décider d'avoir un certain nombre de basiques, comme des t-shirts noirs et blancs, s'ils constituent l'essentiel de la garde-robe. On peut les multiplier. Le tout est de fixer le nombre que l'on souhaite en posséder et de s'y tenir. Pour les pièces fortes, comme une robe noire, un imprimé que l'on ne porte pas tous les jours, on va alors limiter la quantité. On peut se dire, j'en ai 5 qui sortent de l'ordinaire et basta. Est-ce que j'ai quelque chose de semblable qui pourrait faire l'affaire? Est-ce que je pourrais l'emprunter et le louer? L'approche minimaliste vous apprend à préférer les objets polyvalents. Dans bisous, comme origine, d'où vient ce vêtement? A-t-il fait des milliers de kilomètres avant de finir sur notre dos? Sa fabrication respecte-t-elle l'environnement? Son coton provient-il de la province chinoise du Xinjiang, qui est soupçonnée d'être une zone de travail forcé des Ouïghours? L'habit est-il neuf ou d'occasion? Il s'agit là de se poser toutes les questions possibles pour mesurer l'impact environnemental et humain de l'achat qui se présente. En avoir conscience, cela permet d'acheter moins de vêtements et d'être plus responsable dans son approche de consommation. En quelle matière ce produit est-il fabriqué? Quelles ressources a-t-il nécessité? Est-il local ou a-t-il traversé le globe pour venir jusqu'à moi? Qui l'a fabriqué? Dans quelles conditions de travail? Est-ce que je valide tout ça et donne mon approbation en donnant mon argent? Le U de bisous comme utile. Enfin, dernière question qui englobe un peu tout ce qui a été vu jusque-là. Est-ce que ce vêtement va m'être utile? Cela concerne également les habits qui proviennent de dons. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que cela doit forcément entrer dans nos placards. En d'autres termes, on se lance dans un interrogatoire bien précis. Quel jour vais-je porter ce sac, ce pull? Le matin, le soir, pour aller au bureau, au sport? Question fermée qui appelle une réponse simple. Si l'on n'est pas en mesure de la donner, par exemple, via un planning d'utilisation, c'est que ce vêtement n'a sans doute pas sa place dans mon univers. Cet objet va-t-il vraiment impacter positivement mon quotidien? Comment je me débrouille jusqu'à maintenant pour m'en passer? Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner, à très bientôt.